Salut, troisième partie, troisième conférence de cette journée Cyber Sud. Et cette fois, on reçoit le DSI de l'aéroport Aix-Marseille ainsi que le RSSI de l'université Aix-Marseille sur la thématique de la gestion de crise. Ce qui est réellement intéressant dans celle-ci, c'est qu'ils ont tous les deux subi des attaques et des crises d'origine cyber de grande envergure et ils ont accepté de participer à cette table ronde pour nous raconter comment ils ont vécu ça de l'intérieur. Et vous allez voir, une crise cyber, suivant comment ça se passe, ça peut être un très très gros challenge à surmonter. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, le sujet, ça va être un retour d'expérience sur des crises cyber. Messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, présenter quelle est votre fonction et quelle est l'institution que vous représentez? Oui, donc je suis DSI de l'aéroport Marseille-Provence. Je travaille à l'AMP depuis 16 ans. J'ai été recruté au poste de DSI. À l'époque, c'était justement l'évolution de l'organisation DSI avec la mise en place d'une DSI. Moi, je suis ingénieur télécom. Ça fait quelques années que j'ai quitté l'école. Pour le coup, à l'époque, on parlait absolument pas de système d'information. Bon, dans mon parcours, j'ai travaillé dans les systèmes d'information routiers chez Aegis. Ça s'appelait Cetoroute au début. C'était lors de la construction du schéma directeur des autoroutes en France, chez des opérateurs de télécom et dans les TP, avant d'arriver à l'aéroport Marseille-Provence pour mettre en place une DSI et transformer le système d'information. C'est ce que m'avait demandé le directeur de l'aéroport à l'époque. Donc moi je suis Julien Valiant, je suis RSSI à Aix-Marseille Université. Bon, Aix-Marseille Université, c'est un gros mammouth, on va dire, qui pèse lourd en France sur la partie enseignement et sur la partie recherche. On est la plus grande université francophone du monde. On a 80 000 étudiants, on a 16 000 agents, on est répartis sur 10 villes différentes avec 14 campus. Donc c'est une architecture qui est vraiment, vraiment colossale. Pour donner un ordre d'idée, on a 120 000 comptes dans notre Active Directory. Donc c'est quand même un gros machin. Dès qu'on a un petit pépin, d'un coup ça fait beaucoup de bruit. On a toutes les complexités, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et quand on m'a proposé le poste, j'ai été nommé par le président il y a l'année dernière. Quand on m'a proposé le poste, j'ai dit oui tout de suite parce que c'est juste mission impossible, donc c'est super intéressant. Donc on est un gros nid à virus, vers, malware et tout ce qu'on veut. Et l'idée c'est d'intégrer ça dans la stratégie de sécurité. Se dire qu'en fait on va pas faire un château fort, on va plutôt construire des choses intelligentes. Quand j'ai pris mes fonctions, c'était la première question que j'ai posée. En tout cas, c'est les premiers éléments dont j'avais besoin, c'était de savoir quels sont les cauchemars d'une université. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer et quelles pourraient en être les conséquences. Il faut savoir aussi qu'on a des compétences qui sont juste fantastiques. C'est extraordinaire, mais vraiment au sens du mot. On a une équipe de 200 ingénieurs qui travaillent tous les jours à l'administration du système, etc. On a un réseau privé qui est d'une dimension gigantesque, qu'on appelle REMU. On est une sorte de gros intranet, en fait, finalement. On est interconnecté avec le réseau mondial. Moi, au niveau de mon parcours, je viens du privé. J'ai toujours eu une activité, on va dire, à mon compte. Aujourd'hui, je dirige un cabinet de hacking éthique dans la région qui s'appelle Cyberwings, où on fait de l'offensif, principalement. Et c'est ça aussi qui a été intéressant pour l'université. Donc je suis professeur associé en fait, j'ai double statut. J'ai le statut privé et un statut aussi universitaire académique. Et ce qui me permet de pouvoir aussi, on va dire, contribuer à faire rayonner la sécurité. Et cette approche-là a convaincu, on va dire, les organes décisionnels de l'université de me faire confiance. Et aujourd'hui, bon, a priori, si je suis encore là, c'est que ça marche encore. Voilà. Est-ce que vous pouvez déjà, chacun à votre tour, nous raconter une des attaques, si vous en avez subi plusieurs bien sûr, une attaque que vous avez subie récemment, dans les grandes lignes, et ensuite on va descendre un petit peu dans les détails. Celle qui nous a mobilisés, enfin vraiment pas eu beaucoup, mais c'était en 2019, donc c'est avant le Covid, période qui nous a quand même pas mal marqué dans les aéroports. En fait, c'est notre site marchand qui s'est fait attaquer. Voilà, il faut savoir qu'au niveau du système d'information d'un aéroport, donc c'est assez complexe. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a une très forte coactivité, donc un système d'information qui est traversé et qui traverse beaucoup de métiers différents, avec aussi de gros enjeux. Dans le système d'information, j'allais dire, il y a une partie du système d'information sur lequel on veut plutôt rester discret, parce que ça œuvre dans la sûreté du transport aérien, ça œuvre dans la protection du site. On a une autre partie du système d'information, alors pour le coup, qui est ouvert au plus grand nombre, avec les enjeux du grand public, quoi. Et donc là, ce sont deux approches un peu schizophréniques, mais totalement différentes, quoi.
Donc, ouvert au plus grand nombre, c'est le site qui permet de communiquer avec nos passagers. Nous, on a à peu près 11 millions de passagers arrivés-départ par an. Donc, on a à peu près 30 000 passagers qui traversent nos installations tous les jours, si je fais une moyenne, quoi. Et donc, ce site marchand, on vend des places de parking et c'est ce site-là qui s'est fait attaquer, en fait. Comment on s'en est aperçu? Donc, c'est il y a quelques années. On n'avait pas forcément les outils qu'on a aujourd'hui. En fait, c'est par la détection de signaux faibles. C'est quelqu'un qui travaille au marketing digital, donc pour qui le site marchand est quelque part l'activité du site marchand est un outil de travail pour analyser un petit peu la relation qu'on peut avoir avec nos clients et nos passagers afin de faire des campagnes de marketing. Par exemple, elle travaillait avec Google Analytics. Et sur Google Analytics, elle a décelé un comportement qui lui semblait pas tout à fait normal, pas habituel. Voilà. De l'importance d'avoir des gens aussi qui ont l'habitude de travailler sur des outils pour pouvoir humainement, on parle de la couche 8, là pour le coup c'est aussi encore le cas, c'est arriver à détecter quelque part ce type de comportement et qui nous alerte assez rapidement. Au niveau des équipes informatiques, on n'avait rien vu venir et les équipes commencent à s'atteler quelque part à regarder en profondeur quelque part et détecte que il y a manifestement on s'était introduit sur notre outil. On déclenche un processus de crise au niveau DSI quelque part pour aller plus loin et pour prendre les premières mesures. Déjà pour aller plus loin dans l'investigation de l'intrusion sur notre site et puis pour décider des premières mesures à prendre, quoi. J'ai une équipe qui est compétente, donc des gens qui étaient rompus quelque part. Alors pour le coup là c'était des équipes run, donc qui étaient rompus à l'exploitation des systèmes d'information, sans vraiment savoir comment les gens s'étaient intégrés et quel type de composants avaient pu être introduits dans notre outil. Ça a permis de détecter que quelque chose finalement s'était introduit et de pouvoir fermer les portes, on va dire. Voilà. Et puis après déclencher enquête forensique et se retourner vers notre hébergeur parce que pour le coup ce site n'avait pas vocation du tout à être hébergé dans nos data centers mais avait vraiment vocation à être hébergé chez un hébergeur spécialisé au regard du public que ça touchait, au regard des enjeux. Donc ça c'était la première phase. Alors on va pas aller en profondeur tout de suite en fait sur la réaction ou sur l'impact direct parce que j'aimerais avoir justement l'avis de Julien sur lui, son attaque qu'il a subie au sein de l'université et ensuite on verra justement comment vous avez procédé parce que je serais curieux de savoir aussi le nombre de personnes qu'il y a dans ton équipe, mais on va y revenir juste après. On a eu un petit souci en juin. Alors on n'a pas subi une attaque, on a fait face à une attaque. C'est joliment dit. C'est ce qu'on retient d'une crise finalement, c'est la façon dont on l'a gérée. Donc on a plutôt dès le départ intérêt à être vraiment très focus aussi sur ça, la sortie de crise et au final ce que ça va pouvoir nous apporter. Une semaine avant, j'avais organisé un comité de pilotage sur la SSI et il était question de dire voilà, avant l'été, ça serait bien qu'on fasse un exercice de gestion de crise. Donc on fait de ce comité de pilotage et la semaine d'après, on a un incident. Et donc du coup on m'appelle, on me dit mais Julien, on t'avait dit il faut qu'on réfléchisse, qu'on l'organise, tout ça. Je dis non, c'est pas prévu, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais c'est catastrophe. Ben non, du coup on en a un gratuit, hein, on va s'en servir, on va profiter. Une crise quand elle arrive, les gens sont différents. La perception des choses, le discernement, la gestion du temps, la gestion du stress, la gestion de la cohérence des choses, c'est vraiment des choses qui disparaissent, qui ont tendance à disparaître dans le feu de l'action. On va se mettre un petit peu extérieur de la scène, de l'incendie, et on va essayer d'avoir une approche un peu plus raisonnée, pragmatique, cohérente et coordonnée. Bon, au final, je vais pas teaser, mais bon, ça s'est bien passé. Mais je trouve que la façon dont c'est arrivé, c'était assez marrant. J'ai une question. Est-ce que tes équipes ont douté de toi à ce moment-là ? Est-ce qu'ils ont pensé réellement que tu avais commandité une attaque ? J'ai été nommé en décembre dernier, donc ça faisait 6 mois que j'étais là. Pas tout le monde me connaissait, etc. Et puis chacun avait un peu ses habitudes parce qu'ils avaient une tendance à faire les choses d'une certaine manière. Et puis moi, je la conçois un petit peu différemment. Donc il a fallu aussi des fois
des fois imposé un peu aussi. C'est toujours particulier. On a des personnes, des fois, qui, face au phare de la voiture, sont un peu tétanisées. On est obligé de dire regarde-moi dans les yeux. Il me faut telle information. Moi, j'ai toujours adoré ces situations. J'ai l'impression que le temps se fige quand ça se passe. Un petit peu à la Matrix, vous voyez, quand il y a les balles qui arrivent. Et je garde mon sang-froid et j'arrive à aussi le transmettre aux gens qui y sont. Mais c'est vrai que dès le départ, c'est un peu cacophonique. Ça court un peu dans tous les sens. Les choses sont pas coordonnées. Et il y a vraiment, dès le départ, à mettre, non, le cap, c'est ça. On va sur ça. Quels sont les objectifs? Est-ce que tu pourrais être juste un petit peu plus explicite sur le type d'incident Oui, bien sûr. auquel tu as dû faire face? Notre fournisseur d'accès, c'est Renater. Renater, c'est un fournisseur d'accès qui fournit Internet historique à toutes les universités et les CEA. Donc, ils ont des dispositifs d'analyse, temps réel, des flux, etc. Bon, tout un tas de choses. Et moi, directement, j'ai des alertes quand leur CERT détecte des anomalies. Donc, je reçois une anomalie la veille, le soir, d'un poste infecté. Bon, comme j'en ai 10 par jour. Donc, ok, hop, on envoie pour traitement, etc., isolation, etc. Et le compte de l'utilisateur est bloqué par réflexe jusqu'à ce qu'il arrive au service informatique. Le lendemain matin, il arrive au service informatique et il réactive son compte. Et il va se connecter et re-alerte. L'accès est désactivé et voyant qu'il n'y a pas l'accès, il va dans un autre endroit et il re-alerte parce qu'il a toujours la malveillance. Donc hop, on redescend une alerte. Donc on commence à avoir une alerte la veille, une alerte le matin, une alerte un peu après à un autre endroit et puis encore une autre. Ça, comme on disait, les signaux faibles, on se dit il y a un truc qui est en train de se passer. On ne savait pas que c'était la même personne avec son même poste. Donc d'un coup, on s'est dit, attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le plus grand cauchemar qu'il y avait à ce moment-là, c'était qu'on avait un outil malveillant qui se propageait de type rançongiciel, puisqu'en plus, les traces numériques qui étaient associées à ça, c'était ça. Mais on a d'abord des phases avec ce qu'on appelle des infostealers. Les infostealers, c'est des logiciels en fait que se récupèrent des utilisateurs et qui viennent récupérer tout un tas de credentials qui sont dans le poste. Donc des accès locaux, des comptes Wi-Fi, enfin des mots de passe de Wi-Fi, ce qui est enregistré dans le navigateur. Vous savez quand vous faites mémoriser le mot de passe et qu'il n'y a pas de clé pour protéger ça. Donc ça récupère tout ça. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a un canal de communication qui envoie les informations volées par l'infostealer et derrière, ce qui se met en place, et souvent c'est le cas, en tout cas là c'était ce qu'on avait, c'est que l'infostealer se basculait ensuite en RAT, en Remote Administration Tools. Donc va récupérer justement les accès qu'il a dérobés pour pouvoir derrière permettre à quelqu'un de se connecter à distance, en tout cas un automate, c'est pas forcément un humain, et de venir essayer de faire du latéral et du vertical dans l'intrusion du SI. Et nous, les premières traces qu'on a identifiées, c'était un infostealer avec début de tentative d'établissement d'un canal pour un RAT. Donc on était bien dans un truc. Il a trois ordinateurs à très peu de temps d'intervalle qui se passent. On se dit, il y a un truc, un ransomware, ou en tout cas, ça risque de déboucher sur un ransomware. Le site marchand, de ton côté, il a été stoppé ? En fait, il y a deux étapes dans la crise. J'ai parlé que de la première. Donc la première, on sait qu'il y a eu une intrusion, mais on n'arrivait pas à voir quelles étaient les conséquences. Donc c'est désagréable quand même de voir qu'il y a eu intrusion. On a fermé les portes, certes, mais on ne sait pas. Bon, depuis combien de temps, puis quelles sont les conséquences en fait, in fine quoi. 2 semaines après, en fait, un client, un passager nous appelle, parce qu'on a un centre support, et il nous dit qu'en fait, il a eu, vous savez, à l'époque, c'était le 3D Secure là pour les paiements. Et il a eu 2 fenêtres SMS quoi. Donc il voit une première fenêtre arriver, il donne ses infos, il reçoit le SMS, il donne ses infos carte bleue, puis après il reçoit la nôtre, enfin celle de notre banque en fait. Sachant que nous, là, cette partie-là, c'était le site côté banque. En fait, on décrochait, c'était pas sur notre appli. Et là, quelque part, on a tout de suite compris. On a tout de suite compris que là, on avait eu des fuites de données personnelles de nature coordonnées bancaires, en fait. Un petit peu gênante, quoi. Voilà. Donc, on a mis le site en maintenance, on a arrêté. On a vérifié que, quelque part, les actions qui avaient été prises pour fermer la porte était bien efficace, elle l'était. Une fois qu'on avait vu, donc on pouvait assez facilement vérifier que quelque part ça ne se produisait plus. Mais en tout cas, pendant un certain temps, la chose s'est produite. Voilà, donc ça c'est quand même assez embêtant parce que ça va au-delà des enjeux techniques, des enjeux RGPD. Donc à la DSI, en fait, dans un aéroport, on est relativement acculturé à la notion de crise. L'équipe IT, quelque part, elle avait plutôt bien fonctionné de ce point de vue.
Ce qu'on n'avait pas forcément procéduré, c'était la suite et cet enjeu, la fuite de données personnelles et qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc on s'est rapidement posé la question de l'intérêt aussi d'être intégré au comité de direction, ça donne des raccourcis, ça permet d'aller plus vite et on a convoqué un comité de direction restreint, j'allais dire, avec les acteurs qui nous semblaient être les acteurs avec lesquels on allait décider des suites à donner quelque part à cette crise, donc avec le patron de l'aéroport, le juridique, le DPO. On a oublié des gens, on a oublié la DAF, mais on s'en est aperçu après quand on a fait le rétex, hein, très involontairement bien évidemment. Et donc on s'est réunis dans le bureau du directeur en comité de direction restreint pour se dire, bon, on a eu des fuites de données personnelles, qu'est-ce qu'on fait? Donc le DPO avait pas mal réfléchi au sujet et manifestement dans ce type de situation, en fait il faut communiquer. Dans un premier temps, oui, on communique, donc on a les retours de la presse. Enfin, le service com est très rapidement, quelque part, se prend une vague en retour. Mais, in fine, ça a été la bonne décision parce que j'ai pu discuter après avec des cabinets d'avocats spécialisés sur la partie RGPD qui nous ont dit « mais vous avez bien fait, c'est vraiment ce qu'il fallait faire ». Et in fine, on s'est pris un coup de sang, on s'est pris un pic quelque part au moment de cette communication, parce que là ça nous expose, enfin on s'expose sur la place publique, hein, clairement, mais in fine ça a vraiment amorti la suite de la crise. Alors bien évidemment il a fallu gérer avec les clients, alors nous c'était plutôt gérer les schémas bancaires derrière, c'est-à-dire les organismes carte bleue. On voit beaucoup de news où justement des entreprises le cachent parce qu'elles ont peur de la retombée de réputation, etc. Mais ce qu'on voit à chaque fois en fait c'est que c'est pire quand elles le font parce que il y a une perte de confiance de l'utilisateur lambda, on va dire, derrière. Et même des professionnels du milieu, ils se disent que l'entreprise n'a pas les chevilles ou n'a pas les épaules pour encaisser ça. Donc, bravo. Ça générait quand même un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus du double. Mais c'est vrai que le moment de la décision n'est pas un moment facile parce qu'on sait, on connaît les conséquences rapides et directes. On ne maîtrise pas le reste, mais ça a été pour le coup une bonne décision. Et de ton côté alors, du coup, comment ça a pu être géré un petit peu cette attaque, si c'était une attaque ou si c'était juste un incident? Par rapport à ces alertes qui sont remontées, aussi aux acteurs qui s'occupent de nous, hein, l'ANSSI, on a le COSIM, on a tout un tas d'acteurs en fait qui veillent à ce que les universités en France sont sécurisées. Ça s'est rapidement emballé. Et la décision a été prise par la direction informatique de couper l'Internet, de directement arrêter tous les flux, ce qui était le choix, un choix complètement défendable à ce moment-là, histoire de justement reprendre l'initiative. J'ai monté une cellule de crise, du coup en dehors de l'université, puisque on avait coupé les flux. Dès le départ, je leur dis à chacun, vous prenez main courante, donc une feuille, un stylo, et puis on écrit l'heure, la décision qu'on prend, tout le monde. Comme ça permet après au niveau du rétex de pouvoir reprendre les fiches et de pouvoir savoir très précisément qu'est-ce qui s'est passé. Deuxième chose, c'est savoir quel est le latéral et le vertical. C'est-à-dire, il y a un incendie, qu'est-ce que ça a touché, qu'est-ce que ça a fragilisé. Donc l'attaque, quelle est sa verticalité, quels sont les différents endroits dans lesquels on a des indicateurs de compromission, les fameuses IOC, et vérifier la verticalité, c'est-à-dire jusqu'à quel niveau éventuellement on a pu avoir des compromissions potentielles de comptes ou de systèmes. La troisième chose qui est importante aussi, c'est quels sont les indicateurs qui nous permettront de pouvoir sortir de la crise. Ensuite, on pourra dire on peut remonter avec un risque maîtrisé. Et ça représente combien de personnes sur combien de temps? Juste cette phase-là. Dans la cellule de crise, on n'était pas très nombreux. Hein. Au maximum, on devait être au pic, on devait être 6 ou 7, pas plus, 6 ou 7 personnes. Ensuite, derrière, ça redescend en fait, hein, sur les différents services, sur les différents usagers, sur toutes ces choses-là. Donc après, il y a de la communication qui doit être faite. Bon, on n'avait jamais fait d'exercice de crise, donc évidemment, on a un rétex qui est assez bien fourni sur ça. Après, toute la DSI, évidemment, était mobilisée sur ça, sur l'inforensique, des investigations numériques. Moi, j'ai passé 1 jour et demi au téléphone. Dans la phase de réponse à incident, il y a une phase qui est essentielle, c'est vraiment l'identification de ce qui a été impacté, où est-ce qu'on a été touché, à quel endroit, etc. Ça se fait en général au début. Alors, côté aéroport, comment est-ce que ça a été fait, cette identification? Est-ce que ça a été long d'arriver à identifier jusqu'où l'attaquant est allé dans le SI? Est-ce que vous aviez tous les outils qui avaient été installés en amont aussi? Parce qu'il faut pouvoir avoir des outils, des SIEM, etc. pour voir les indicateurs. Est-ce qu'il y a tout qui était prêt ou est-ce qu'il y a peut-être à certains endroits
des défauts qui ont été notés et qui ont été corrigés, j'imagine, par la suite. Tout n'était pas prêt sur cet environnement. On avait quelque part dans nos projets de faire évoluer le site, de le refondre en fait. Donc en attendant la refonte, parce que pendant les travaux la vente continue, il fallait quelque part que ça tourne, il fallait regagner la confiance. Donc on a dû quelque part mettre en place une certification PCI DSS sur un outil qui n'était pas tout jeune. Donc il y avait des composants qu'il était difficile de mettre à niveau. Donc on a mis en œuvre des contournements et on a accéléré la refonte. Après, quand je parlais tout à l'heure de communication, donc c'était la communication à la presse, celle qui est difficile. On a communiqué aussi à l'ANSSI. Au regard de la relation étroite qu'on entretient avec l'ANSSI, quelque part, il nous semblait important de les informer de ce qui nous était arrivé. Aujourd'hui, avec du recul, quels outils ont été mis en place? Est-ce qu'il y a un PCA, un PRA différent? Est-ce que les équipes ont été restructurées? Et même niveau expérience personnelle, en fait, quelles conséquences a eu cet incident? PCA, ça fait longtemps qu'on en a. Parce que ça, quelque part, c'est un peu dans l'ADN. Nous, la continuité d'activité, on a bon nombre de systèmes d'information pour lesquels on a des niveaux de service qui nous demandent d'avoir des PCA et voilà, d'avoir de la continuité d'activité 7/7 H24. On avait de la procédure de gestion de crise, mais on l'a réécrite. En fait, ça a été l'occasion de la réécrire avec l'équipe. Moi, je tenais vraiment à ce qu'on puisse se l'approprier et l'écrire nous-mêmes quelque part. On a mis la notion de crise système d'information, on a identifié l'ensemble des inducteurs qu'on voyait quelque part qui pouvaient générer une crise et on a intégré dans cette procédure la notion de crise cyber. Et ce qu'on se dit et ce qu'on fait, c'est qu'on la révise annuellement. Et on a intégré la crise SI et on l'a fait savoir auprès des personnes qui gèrent ce référentiel quelque part de crise à ce dispositif. Voilà, sachant que cette crise-là, elle peut être déclenchée à tout moment, elle peut toucher bien au-delà des murs de la DSI quelque part. On en a tiré des conséquences aussi sur la façon dont on doit concevoir les outils, mener aussi tout ce qui est le maintien en conditions de sécurité. Enfin, on a beaucoup renforcé ces sujets-là, avec une acculturation forte quelque part des équipes autour du design quelque part des outils jusqu'après à leur vie, parce que ça, c'est des choses qui sont essentielles et ça soude les équipes aussi. Là, vous avez vécu des attaques en réel, pas en simulation. Est-ce que vous avez dû vulgariser certaines choses auprès de vos équipes, peut-être les accompagner un petit peu après, éventuellement rassurer certaines personnes qui ont pu se sentir complètement à nu face à un attaquant? Complètement. Nous, par rapport à cet incident-là, à cette crise-là, la formation la plus confidentielle, c'est qui est l'utilisateur, par où c'est parti. Ça, c'est jamais on le dira. Et dès le départ, c'était pas une question à poser. On s'en fiche. S'il y a quelque chose, on y fait face. Et puis point. J'ai vu des gens me contacter en me disant oui, je crois que c'est en lien, mais j'ai un truc qui s'est passé sur ma télé chez moi au moment où non mais c'est vrai. Et là, on se dit, c'est important. Donc, effectivement, il y a comme on sait pas vraiment ce qui se passe au départ. On voit des choses et on a du mal à faire le lien entre tout ça. Donc, on cherche à faire des corrélations. Et le problème, c'est que pour faire des corrélations, on voit le plus large possible, justement pour intégrer tous les signaux faibles possibles et essayer de voir s'il n'y a pas eu des liens de cause à effet ou d'intrication entre des événements qui, au départ, paraissent très complètement différents. Et à essayer de chercher ça en fonction de profil psychologique, on peut arriver à faire des liens avec des choses qui sont un peu incohérentes. Donc effectivement, après, il a fallu essayer de demander aux acteurs de terrain qui vont devoir se débrouiller comme ils peuvent, de bien apprécier les choses qu'ils vont mettre en place. Parce que ça, c'est peut-être des idées très intéressantes qu'on pourra ensuite rajouter au PRA, par exemple, pour pouvoir assurer une fonction en mode dégradé. Si on n'a pas le tableau interactif 3D, je sais pas quoi, enfin, pour faire les cours, comment ils se sont débrouillés? Il y avait dans le placard l'ancien machin qui ont branché, et ça c'est toujours intéressant, et on va se dire attention, ça on va le garder, on sait jamais. Donc ça, voilà. Et on a essayé d'avoir un message comme ça au niveau des équipes plutôt positif dans ce sens, en disant on a réussi à s'en sortir. Et est-ce qu'il n'y ait pas de gravité à avoir une bonne résilience par rapport à tout ça grâce à vous, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant, parce que du coup vous avez tous les deux subi un incident important, et finalement les conséquences sont plutôt positives, professionnellement parlant, sur l'expérience. Du coup je me demandais, est-ce que ça a changé votre façon d'appréhender le travail, d'appréhender la cyber,
et de faire votre job, de faire de la cyber. Oui. Alors au niveau de l'équipe, ils sont solides. Ils sont allés chercher justement à comprendre, à creuser, à avoir le retour d'expérience et quelque part à se nourrir de ça. Il y a 10 ans, moi on m'avait demandé l'aéroport pendant des années avait sous-investi, c'est pas moi qui le dis, c'était mon patron quand il m'a embauché, et quelque part il y avait beaucoup à développer. Il m'avait dit il faut développer, on a sous-investi, je le reconnais, et dans les 7-8 premières années, on a développé, on a essayé de bien travailler, mais de développer. Et là, mon équipe, il y en a qui me disaient, mais Frédéric, la sécurité, j'ai dit, alors je savais que sur les couches de base, j'avais des gens qui étaient très compétents et qui, quoi qu'il en soit, quand bien même on n'avait pas le niveau de gouvernance ad hoc, travaillaient bien et s'occupaient de construire quelque part des couches basses qui étaient solides et qui étaient maîtrisées. Mais on était plutôt dans une logique de développement sans mettre forcément en place cette gouvernance. Et en 2014, quelque part, donc arrive aussi un certain nombre de directives. Et là, quelque part, on a travaillé, j'ai essayé de convaincre le comité de direction de mettre en place la gouvernance. Voilà, le reste, j'allais dire. Hein. Peut-être qu'on n'était pas forcément en avance de ce point de vue, mais ça nous a permis aussi de rejoindre les équipes de l'ANSSI qui, à l'époque, travaillaient sur l'élaboration des règles de sécurité. Donc, je suis allé plusieurs fois à Paris. C'était très intéressant pour rencontrer les pairs et travailler avec une personne de mon équipe. Et quelque part, après, on a embrayé. Et au début, c'est vrai que j'étais certainement comme ça. On voyait les choses peut-être un peu silotées, Et la brique cyber, la brique des projets, la brique du run, et puis la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, on échange tout le temps quelque part avec le RSSI, mais bien au-delà, avec les équipes run, avec aussi les responsables des équipes build, sur quelque part la notion de culture sécurité, Mais les choses quelque part sont intégrées, Et font sens. Pas que pour moi, pour me faire plaisir, ou pas que pour le RSSI, pour le faire plaisir, ou pour le désoler d'ailleurs. Parce que c'est pas tous les jours facile non plus de tenir ce poste-là, Et donc ça, quelque part, pour moi, c'est un enjeu fort, et c'est aussi une satisfaction de voir les équipes avoir ce niveau de prise de conscience. Et toi, Julien, du coup, ta façon d'appréhender la cyber, ça a été changé par cette crise ? C'était ma première crise d'origine cyber dans un contexte universitaire. Donc oui, c'était un apprentissage aussi. C'était intéressant. Il y a plein de choses qui sont très différentes que dans le privé. Mais ça, je pense que ça a surtout changé la perception de la cybersécurité et des risques d'origine cyber pour l'ensemble des acteurs, en fait. On va se dire que la cybersécurité et les crises d'origine cyber, c'est pas informatique. Mais derrière, les vraies questions en termes de résilience, en termes de continuité, en termes de restauration aussi, c'est aussi dans les métiers, quels que soient les métiers, pas que l'informatique. Et ça a changé les perceptions. Je vois très bien, on m'implique beaucoup plus facilement aussi dans les projets pour intégrer la sécurité là-dedans et se poser des questions, avec en plus une approche qui doit être, à mon point de vue, très pragmatique. C'est-à-dire, au départ, à chaque fois dans un projet, quand on m'implique, c'est la question que je pose, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? C'est ça en fait. Dites-moi, racontez-moi. Alors ça, ok. Et ça, si ça se passe, ah oui, ça c'est grave. Bon, on va le rajouter. Et après, derrière, je fais mon travail. Mais on va juste contribuer tous ensemble à ce que les choses se passent bien sur le plan informatique, sur le plan légal, sur le plan organisationnel, sur le plan des équipes, sur le plan des procédures, sur tous les plans en fait. Pas que informatique. Il faut partir du principe où l'informatique, potentiellement, on n'en a plus. La gestion de crise, c'est quand même quelque chose, il me semble, côté militaire par exemple, qui est assez bien maîtrisé, ça fait partie de l'ADN de toute façon de cette fonction-là. Est-ce qu'il y a des ponts qui sont faits avec ces métiers-là ? Parce que je pense qu'ils ont énormément de choses à apprendre à des personnes qui sont tant dans le civil, dans le privé. Alors bien sûr, j'ai entendu parler de l'ANSSI, donc il y a forcément un pont qui se fait là-dessus. Est-ce que vous avez eu éventuellement des coups de main sur certaines choses, peut-être sur la mise en place de cellules de crise particulières, des formations, je sais pas. Est-ce qu'il y a des initiatives comme ça qui existent entre cette expertise de gestion de crise côté militaire ou autre et le privé de l'autre côté ? Non, je n'en ai pas eu, mais je pense qu'il y aurait des bonnes choses à prendre. Ça, c'est sûr. Je pense que oui, il y a une très grosse expérience de ce point de vue, à mon avis, côté militaire. C'est clair qu'on sent qu'il y a un degré de maturité sur le sujet qui est très important. Et à mon avis, il y aurait bon à prendre, Pareil, j'ai pas eu de formation particulière. Par contre, ce qui était vraiment très impressionnant, c'est tout le collectif qui s'est organisé pour venir me soutenir. C'est vraiment
vraiment impressionnant, et ça c'était fantastique. Que ce soit à l'ANSSI, que ce soit à DGSI, que ce soit le COSIM, que ce soit etc. Des gens et qui maîtrisaient bien ce sujet-là. Parce que dès le départ, c'est voilà, on va pas vous ennuyer, juste on est là, gardez le téléphone, si vous avez besoin, on est là, tout se passe bien, oui, c'est bon. C'est impressionnant comme dans les universités, on a énormément de gens qu'on ne voit pas, mais quand il y a un problème, ils sont là, et avec une grande expertise, une grande bienveillance, et c'est impressionnant. Vous avez subi tous les deux une crise majeure en fait au sein de votre institution, de votre entreprise. Et je me demandais votre point de vue sur la sécurité globale au niveau cyber en France. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ? Si on s'en réfère à l'ANSSI, il y a quand même une sacrée belle référence. Moi que je vois au regard des règles quelque part qui nous sont assujetties, il y a beaucoup de bon sens. En tout cas, c'est quand même un sujet dont on entend parler très régulièrement, qui monte en maturité, enfin, quand on analyse un petit peu ce qu'on peut lire globalement. Donc c'est quand même un sujet sur lequel c'est un ressenti, mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse prise de conscience quand même. Ouais, sur les 5 dernières années, là, il y a une prise de conscience. Ouais. Il y a des choses qui se mettent en place, et tant mieux, ça évolue hein, évidemment. Bon, c'est toujours un petit peu en décalage, mais évidemment, on ne peut pas faire autrement de toute façon. Hein. On ne peut pas anticiper quelles seront les attaques du futur, hein, c'est compliqué. Après, la sécurité d'une chaîne ne dépasse pas la solidité du plus faible de ses maillons. Et moi, je vois dans le contexte universitaire, mais par ailleurs, je le vois aussi dans les entreprises. Si on n'a pas à un moment une bonne maîtrise et puis aussi un bon partage des règles de sécurité avec toutes les parties prenantes qui sont dans le système, c'est des failles potentielles. Donc il y aura deux possibilités. Soit on s'assure que chaque partie prenante a bien les niveaux de sécurité exigés en fonction de la sensibilité aussi du contexte sur lequel ils agissent. Hein, pas tout est au même niveau. Soit autre approche, c'est de se dire on intègre, on fait en sorte que ça va très probablement arriver. Donc on essaie de contenir un peu les choses, d'éviter que les impacts soient plus importants. Si on peut pas diminuer la vraisemblance, on diminue l'impact. Mais des fois on voit des pratiques, on se dit non, ça c'est pas possible ça. Si. Dans notre métier, donc nous on a une tutelle, c'est la direction de l'aviation civile. Aujourd'hui il y a du réglementaire qui arrive sur la partie cyber, du point de vue de l'aviation civile, donc oui, ça rentre dans le métier directement. On a du réglementaire cyber qui va arriver aussi autour de l'AESA, c'est l'Agence européenne sur la sécurité des transports aériens. Ça veut quand même dire que ces enjeux-là, ils se transportent dans des environnements dans lesquels ils n'étaient pas il n'y a pas si longtemps. C'est des choses qui se mettent en place en ce moment, quoi. C'est intéressant d'avoir vos réponses là. La question, dans la façon dont on l'a formulée, c'est pas anodin non plus. Il y a pas mal de discussions qui tournent sur des réseaux sociaux divers et variés, notamment à l'approche d'événements comme les Jeux Olympiques par exemple, où les gens cherchent beaucoup des réponses absolues. Donc c'est soit oui, la France est sécurisée à 100%, soit non, la France est un gruyère par exemple. Et donc voilà, c'est intéressant d'avoir vos réponses là qui sont, on sent en demi-teinte et qui dépendent de plein de paramètres différents, parce que la réalité, voilà, c'est ça, c'est pas blanc ou noir forcément. C'est une gestion de risque, une appréciation du risque. Enfin, ça, c'est fondamental. Hein. Sur les JO, on prend des dispositions particulières. Après, le reste, oui, c'est risque, surface d'attaque, et c'est une appréciation permanente de ça, quoi. Moi, c'est ce que j'attends d'un RSSI, justement, c'est qu'il puisse travailler de cette façon-là. C'est pas simple. Hein. Vous avez deux institutions d'entreprise qui sont en contact avec des entreprises à l'international. Est-ce que dans votre gestion de crise, ça a intervenu à un moment, ou est-ce que c'est pur droit français, vous basez sur votre gestion de crise française, et puis l'international, finalement, ce sont juste des partenaires, je sais pas, des clients, des sous-traitants? Comment ça s'est passé avec ça? Nous, on avait une petite dimension internationale. Pendant la crise, on a préparé aussi, on a préparé avec les équipes le PRA. Et justement, une des priorités, c'était de rétablir certains services qui allaient être nécessaires pour un événement qui avait une interaction internationale assez forte. Chez nous, l'international, ça se traduit comment? C'est les compagnies aériennes. La grande majorité des compagnies aériennes qui officient chez nous ne sont pas françaises, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des compagnies françaises. Alors elles ont un système d'information qui arrive jusqu'à chez nous, et nous on met en œuvre notre système d'information. C'est un peu un middleware, j'allais dire, entre le passager et la compagnie pour tout ce qui est enregistrement, embarquement. Donc on est au milieu. Dieu merci, on n'a pas eu d'attaque sur ces composants-là. De ce point de vue, je ne peux pas parler du lien international au-delà que de la relation qu'on peut avoir avec les compagnies et leurs systèmes d'information qui bien souvent sont hébergés
en France ou à l'étranger, mais ça c'est clair.